Bonjour les amis. Je vais vous présenter dans cette vidéo, j'en ai fait quelques-unes, mais celle-là, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit assez complète. Je vais vous présenter donc les fermes de la vie sous les différents aspects euh, qui la concernent. D'abord, je suis l'auteur de ce concept, j'aime bien cette idée-là. J'ai bossé 7 ans, 3 ans pour comprendre un peu ce qu'était l'effondrement, hein, puisqu'à l'époque, bon, c'est Yves Cochet qui a lancé toute cette idée, quoi. Hein. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Mais ensuite, c'est surtout Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici et plein d'autres, Arthur Keller, etc., plein d'autres qui ont permis de rassembler ces informations. Et puis, j'ai été travailler aussi, je suis pas vraiment scientifique, mais enfin, j'étais ingénieur toute ma vie, et donc j'ai été travailler un petit peu sur, par exemple, les simulations de l'EPSL, et puis sur les travaux du groupe BT australien, qui sont donc des chercheurs, tous des chercheurs. Euh, c'est pas tout à fait les informations du GIEC. Vous voyez, le GIEC, ce sont des informations qui sont travaillées pour être présentées à des hommes politiques. Donc, il y a beaucoup de politique là-dedans. Quand vous regardez ce que fait le PSL ou le groupe BT, c'est vraiment des scientifiques qui parlent à des gens capable de les lire. Je ne dis pas que je suis capable de les lire. Hein. Quelquefois, j'ai dû faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour comprendre de toutes petites choses. Mais bon, voilà. Je crois que n'importe qui, d'ailleurs, est capable de comprendre, mais ça demande un gros travail, un gros effort. C'est normal, acquérir de la connaissance, c'est ça. Hein. C'est du temps et des efforts. Bon, ça me filait le moral dans les chaussettes à la fin parce que j'en pouvais plus chaque jour amener son hyper mauvaise nouvelle, voilà, et donc il n'y a plus qu'à se suicider, quoi. Hein, voilà. Alors moi, je suis quelqu'un de simple, j'adore mes petites filles, euh, j'adore mes petits enfants d'une manière générale, et j'adore les petites filles. En plus, elles vivent à côté de chez moi, et donc, enfin certaines en tous les cas vivent à côté de chez moi. Et donc, je me suis dit, bon, c'est tout de même pas normal d'imaginer qu'elles vont disparaître à 20 ans, 22 ans, 23 ans, 18 ans. Voilà. Donc, c'est pas normal. Donc, est-ce qu'il existe une solution? Alors, ça, c'est un travail qui a duré 4 ans, ce que je vais vous raconter là, qui a duré 4 ans. Euh, j'ai jamais autant bossé de ma vie, hein, c'est du 12 heures par jour, samedi, dimanche compris. Et, et ma femme en a ras-le-bol d'ailleurs. Hein. Enfin, faut pas le répéter ça. Hein. Donc, j'ai construit cette structure. Cette structure, c'est quoi? C'est comment mes petites filles peuvent-elles avoir un avenir? C'est ça, hein, le truc. Alors, toutes seules, elles n'ont aucun avenir. Donc, avec tous les gens qui normalement les entourent, pour que elles puissent se construire un avenir à leur dimension, selon ce qu'elles peuvent faire, selon ce qu'elles ont envie de faire. Voilà, c'est ça, faire la vie, quoi. Hein. Alors, je vais dire 2 mots de ce qu'on appelle communément l'effondrement. Je ne vais pas en parler là, si vous voulez que j'en parle, demandez-moi, j'essaierai d'expliquer ce que je sais. Mais il y a plein de gens beaucoup plus doués que moi, peut-être moins accessibles que moi, pour vous expliquer ça. Donc l'effondrement, c'est la fin de cette civilisation. Alors, en réalité, il y a plusieurs vagues qui se combinent. Hein. Des gens vous parlent du climat. Alors le climat, c'est le plus lointain. C'est-à-dire que si vous êtes vivant et que vous devez affronter ce que le climat est en train de nous amener, donc si vous êtes vivant, il faut vraiment être prêt, quoi. Parce que sinon, vous ne passerez pas ce cap-là. Et donc, ce sera fini de vous, quoi. Hein. Mais avant, il y a plein d'autres choses qui vont se passer bien avant que le climat n'agisse. Il agit déjà, remarquez, mais pas au point de nous tuer. Euh, donc il y a d'autres choses qui agissent. Et la plus importante, je crois, c'est la bêtise des hommes, quoi. J'ai envie de dire l'imbécilité. Quand je suis pas en forme, je dis l'imbécilité. Mais c'est véritablement ça. C'est véritablement cette capacité
qu'ont les hommes à faire les conneries. Vous voyez tous la gestion du Covid, enfin c'est un modèle, quoi, hein, c'est un modèle du genre. Mais on voit la gestion du Covid et puis on ne voit pas toutes les autres choses qui sont presque plus importantes, et même certainement beaucoup plus importantes. Par exemple, les pénuries. Est-ce qu'il est normal que des tout petits composants qui sont rien à faire, qu'on appelle des composants passifs, on en a fait des milliards et des milliards et des milliards, et tout d'un coup, il y a des pénuries. Alors, ben, vous êtes en train de fabriquer une machine, il vous manque la toute petite résistance à 0,10 euros, donc 10 centimes d'euros, et vous ne pouvez pas terminer votre machine. Et puis, quelquefois, c'est même des pénuries long terme, c'est-à-dire que vous aurez la résistance dans 6 mois. Bon, donc manque de composants passifs. Pourquoi? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Les circuits sont tellement complexes, etc. Et puis, il y a aussi des composants actifs. Alors là, c'est les Coréens, c'est les pays du sud-est asiatique là-bas qui fournissent pas ce qu'ils avaient promis d'offrir. Et donc, bah, des voitures, des chaînes de voitures sont arrêtées simplement parce que il n'y a pas de choses comme ça. Plus grave peut-être, les engrais. Il y a des pénuries d'engrais. C'est-à-dire que soit les engrais ne seront pas livrés, soit ils seront livrés trop tard, hein. Vous savez, le cultivateur, il est prêt à épandre ses engrais. Ah, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et ben, on lui dit oui, mais vous aurez l'engrais dans 3 mois. 3 mois, ce sera pour l'année prochaine. J'espère que ça se conserve. Ce ne sera pas pour cette période-là. Donc les cultivateurs qui ont déjà beaucoup de problèmes de rentabilité de leur ferme, bah, se trouvent confrontés donc à des décisions difficiles, quoi, hein. Et donc ça a quand même une incidence pour nous, c'est les pénuries alimentaires. Oui, parce qu'actuellement, il n'y a pas de pénurie alimentaire. Enfin, pour nous, dans ce tout petit monde-là, pour nous, il n'y a pas de pénurie alimentaire. Mais dans ce petit monde, il y a quand même 10 millions de pauvres qui, eux, sont en pénurie alimentaire en permanence. Ça aide pas. Donc on est sur le point de basculer avec des pénuries alimentaires, y compris pour les gens qui ont de l'argent pour acheter la nourriture. Il faut quand même pas oublier aussi, il faut penser à ça, qu'on importe 30% de nos légumes, 50% de nos fruits, 70% des volailles. Nous, les Français. Moi, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 20 ans, 30 ans, j'entendais toujours dire qu'on était excédentaire en nourriture, exportateur net, etc. Ben voilà que c'est plus le cas. On importe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors quand j'entends dire oui, il suffit de faire travailler les aspects locaux, quoi, hein, voilà, il n'y a pas besoin de transporter, etc. Ben oui, mais enfin, ça couvre même pas 7% des besoins, hein. Donc pour les faire produire plus, bah, ça va être de sacrés efforts qu'on n'est plus capable de faire. Voilà, une des caractéristiques aussi de cette civilisation, c'est qu'on n'est plus capable de faire. Et ça va même être interdit de faire. Faire, c'est faire. C'est quoi que vous pensiez le futur, c'est faire quelque chose. Eh bien, cette notion-là, elle va diminuer de manière drastique. Il faut savoir que l'Europe a voté 57% de diminution des gaz à effet de serre en moins. Je ne vais pas polémiquer trop, mais en gros, ça veut dire 57% de diminution du PIB. Voilà. Avant, il y a toutes les économies qu'il faut faire en essence, etc. Bon, euh, au début, enfin il y a 3 mois, quand je disais ça, les gens me répondaient non, non, mais c'est une loi qu'a votée l'Europe et jamais ils le font. Eh bien, c'est pas vrai, ils le font. Alors c'est sûr, c'est pas demain la veille qu'ils vont aller transformer ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment est leur stratégie, hein, mais ils vont pas aller au Parlement français pour essayer de voter une loi qui transforme en droit français ce droit européen. Non, non, ils le font en douce, sans nous dire que c'est une volonté générale. Chez moi, bon, j'ai des surfaces de terre cultivables qui sont transformées en zone industrielle. À côté de chez moi, il y a 80 hectares. À côté de ça, il y a une autre zone, je ne sais plus, 70 hectares, je crois.
Bon, le préfet est venu dire à l'établissement public qui s'occupe de ça, terminé, vous ne faites plus les zones, les axes, ça s'appelle, vous ne les créez pas, et en plus, vous n'aurez pas les permis de conduire si vous voulez quand même faire ça. Alors, on m'a dit, oui, ce qu'une administration fait, une autre peut le défaire. Ouais, mais enfin bon, puis il n'y a pas que ça, hein. Vous avez vu l'interdiction des voitures qui polluent, soi-disant, hein, enfin polluent réellement, oui, c'est vrai, qui ont un macaron 3 ou plus, interdiction de rentrer dans 44 villes de France à partir de 2022. Et à partir de 2023, ce sera, si vous n'avez pas le macaron 1, vous ne pouvez plus rentrer. Donc c'est les voitures électriques, quoi. Il va falloir vous dépêcher à acheter une voiture électrique. Oh, c'est pas cher, rassurez-vous. Ah, bon, ça tout dépend de l'argent que vous avez, quoi. Le prix de l'essence, hein, le prix de l'essence a jamais été aussi haut. Voilà, ça monte, ça monte. Bon, voilà, donc ils vont arriver à faire en sorte qu'on puisse plus acheter l'essence, qu'on puisse plus rentrer dans les villes, que toutes les voitures qui sont à moteur à explosion ne puissent plus être utilisées. Ça va se faire tout seul. Enfin, ça va se faire tout seul, ou bien on va en crever, quoi. Ou bien cette civilisation va en crever. Alors, je ne vais pas m'attarder plus. Euh, si vous voulez des explications, encore une fois, didier@lesfermesdelavie.fr, ça m'envoie un mail. Vous me dites, j'aimerais bien discuter avec vous de tel sujet, ou même sans dire le sujet. Je vous envoie mon téléphone et on discute. Voilà, donc je vais vous parler des fermes de la vie. Alors les fermes de la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand cette civilisation va mourir, d'abord avant, ça ne va pas être un long fleuve tranquille, vous vous en doutez bien. Ça ne va pas mourir comme ça en dormant, non, non. Ça va mourir parce que des gens se fâchent, parce que des gens ne peuvent plus vivre dans cet environnement qu'on nous propose. Voilà, ça va mourir pour des tas de raisons comme ça, puis ce ne sera même peut-être pas des raisons françaises, hein. Il ne faut quand même pas oublier que le 29 septembre 2008, le gouvernement américain ayant refusé de sauver la banque Lehman Brothers, toutes les banques, dans la minute, dans le monde entier, se sont arrêtées. Toutes les banques, dans le monde entier. Il faut comprendre ce que ça veut dire, ça. Et puis Lehman Brothers, ce n'était pas une si grande banque que ça. Bon, ce n'était pas une petite banque, mais enfin, elle rivalisait avec des banques françaises sans problème. Enfin, des banques françaises rivalisaient avec elle en termes de dimension sans aucun problème. Bon, donc l'effondrement a duré, enfin l'effondrement, oui, les banques se sont arrêtées, on ne pouvait plus retirer d'argent, on ne pouvait plus acheter d'essence avec sa carte de crédit, ni de nourriture, ni rien, et ça a duré 12 jours, 13 jours, voilà, du lundi au mercredi suivant, je ne sais pas combien ça fait de jours. M. Sarkozy a balancé 460 milliards d'euros dans les banques à l'époque. À l'époque, ça représentait une belle somme, et effectivement, elles ont accepté de recommencer à travailler. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, elles ont pris quand même des précautions et que ça ne se reproduira plus comme ça. Mais le problème des accidents, c'est que ça se produit toujours sans qu'on s'en aperçoive, sinon il n'y a pas d'accident, quoi. Et que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait un accident. En plus, il faut comprendre que la trajectoire que suit tous les éléments de cette civilisation sont tous des pentes négatives. C'est-à-dire qu'on va dans le trou. Tout. Il n'y a rien de positif. Ce n'est pas parce qu'on vous dit ah là là, on a trouvé un moyen pour récupérer du CO2. Pour moi, c'est une très très mauvaise nouvelle. Parce qu'il va falloir les fabriquer, ces appareils. Et là, on est sûr que ça émet du CO2. Maintenant que ça rattrape les molécules de CO2, que ça les planque dans un endroit bien à l'abri, ça, faut voir, quoi, hein, pas certain. Et puis, les gens cherchent à faire du business, il n'y a qu'à voir le Covid, quoi. Ça sert à quoi, le Covid? Ça sert à faire du business. Bon, alors, les fermes de la vie. Donc, voilà, j'ai mis 4 ans pour pondre cette structure. Donc, on va regarder la structure
comment elle se construit déjà. C'est quoi et comment elle se construit. Donc, il faut faire vivre des humains. Un humain, ça ne vit pas seul. Donc, forcément, l'humain, il est dans une communauté. Alors, moi, j'ai pris ça au pied de la lettre. OK, on va créer donc des communautés qui vont permettre aux humains de travailler ensemble, de vivre ensemble, quoi, hein, comme dans une communauté, quoi. Comme dans une communauté, comme ont vécu tous nos grands-parents depuis 2000 ans, hein, avant la guerre de 39-45, oui, on dit toujours 39-40, mais elle a duré jusqu'en 45, hein, euh, euh, bah, on vivait dans les communes, les gens vivaient dans les communes. Aujourd'hui, tout le monde vit dans les villes, hein, il y a des villages entiers qui sont abandonnés. Mais à l'époque, on vivait dans des communes. Et moi, je suis né dans une commune de 530 habitants. Voilà. Et autour de moi, il y avait plein de hameaux et de communes qui faisaient, bon, certains une centaine d'habitants, puis certains 2000 habitants, quoi. Mais je veux dire, c'était des communautés ensemble et qui étaient quasiment autonomes, hein. J'ai recommencé à écrire un deuxième bouquin et euh, dans ce bouquin, j'ai décidé de raconter mon village pour montrer ce que c'était avant qu'une communauté, donc de 530 habitants, et tout ce qui s'y faisait. Ben, on était quasiment autonome, quoi, hein. Alors bien sûr, je ne sais pas, il y a des choses qui devaient venir de l'extérieur, mais on fabriquait nos cordes, on ferrait nos chevaux, on fabriquait les fers pour les chevaux, voilà, toutes les machines agricoles. Alors c'est sûr que ce qu'on appelait les brabants à l'époque, hein, c'est-à-dire les charrues, hein, pour retourner le sol, parce qu'on faisait cette bêtise-là encore, euh, eh bien ça venait certainement de l'extérieur. Mais bon, les socs de charrue, c'était le maréchal Ferrand qui faisait ça, hein. Et puis plein de choses, plein de réparations, plein de choses comme ça. Donc c'était une quasi-autonomie. Donc j'ai rien inventé en disant qu'il fallait être dans des communautés. Voilà, avant, on a vécu pendant 2000 ans dans des communautés comme ça, qui ont évolué bien sûr, mais on était dans ces communautés. Et moi qui vous parle, je suis issu d'une communauté et j'ai eu conscience de vivre dans cette communauté. J'ai des souvenirs suffisants pour me dire que j'étais bien, heureusement d'ailleurs, parce que comme mes parents ont disparu, si j'ai pas les souvenirs moi-même, j'ai pas grand-chose, quoi. Donc voilà, donc il faut une communauté. Ensuite, cette communauté, il faut qu'elle s'installe quelque part. Et pour ça, on va prendre un terrain de terre agricole, parce que si on prend du terrain constructible, on n'aura jamais l'argent suffisant. Donc on va prendre des terres agricoles et on va prendre une surface qui paraît petite comme ça, 1 hectare. Alors elle paraît petite quand on regarde la dimension des fermes actuelles, disons que c'est autour de 50 hectares, euh, ça paraît tout petit. Euh, et là-dessus, on va faire vivre cette communauté de 500 personnes. Quand je dis là-dessus, on va faire vivre, les gens n'habitent pas sur ce terrain. Ils habitent dans leur maison. En fait, la communauté, c'est des gens qui sont autour du terrain qu'on aura choisi. Enfin, ce sont des gens qui se sont décidés à transformer un terrain en une ferme de la vie, qui habitent autour, et il y en a peut-être qui habiteront très loin même, mais qui viendront au moment du grand chambardement, donc de l'effondrement de la civilisation, qui viendront habiter tout près. Autrement dit, on va reformer une commune autour de cette ferme de la vie. Cette ferme de la vie, c'est la source de la vie. Cette ferme de la vie, c'est là qu'on produit la nourriture, toute la nourriture comme dans le temps, quoi, hein. C'est-à-dire, c'est pas bio, hein, il n'y a pas le label bio, hein. Mais c'est hyper bio, hein. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de choses comme ça. C'est parfaitement sain. Donc, on produit l'eau, on produit la nourriture, alors eau potable, hein, parce que l'eau, il n'y en a plus beaucoup. Et celle qu'il y a, elle n'est pas vraiment potable, même pas potable du tout la plupart du temps, même si on ne vous le dit pas, hein. Euh, mais surtout, elle est pas. Il faut la purifier pour pouvoir la boire. Et donc, on va produire, nous, de l'eau potable. Ensuite, on va produire des légumes, tout type de légumes, quoi, hein. Et puis, on va produire des volailles, des poules, des poulets,
des canards, des oies, des lapins, peut-être des cochons, des moutons, des chèvres, enfin voilà, tous ces animaux-là qui sont des animaux à la dimension d'une ferme. Bon, s'il y a 10 moutons, c'est bien, quoi. Hein. Si chaque ferme a 10 moutons, ça ira. Et puis, il faut du temps pour faire en sorte que cette surface d'un hectare puisse produire la nourriture pour 500 personnes. Alors, au début, quand on crée la communauté, il n'y a pas 500 personnes. D'abord, il y a une personne toute seule. Hein, voilà. Voilà. Et puis, elle se gratte la tête. Bon, comment je vais faire pour trouver? Bon, elle en parle à une ou deux copines, et hop, ces deux ou trois copines s'agglomèrent autour d'elle et commencent à créer une petite communauté. Chacune, après, va aller chercher deux ou trois personnes, deux ou trois familles, et puis hop, tout de suite, ça commence à grossir. Et puis alors après, c'est parti, quoi. Voilà, c'est comme ça que se construit la communauté. Donc, on va recevoir ces gens, enfin, ces gens vont venir. Bon, ils vont continuer à travailler. C'est pas parce qu'on vient dans une ferme de la vie qu'on arrête tout dans sa vie courante. Au contraire, on continue exactement comme avant. On fout pas trop le bordel, s'il vous plaît, parce que cette civilisation actuelle, elle est fragile et on en a encore besoin. Pendant longtemps, on en a encore besoin. Et malheureusement, quoi qu'on fasse, je crains que, bon, que dans un délai vraiment bref maintenant, ça s'arrête, quoi. Et après, si les fermes ne sont pas suffisamment avancées, ça sera très difficile. Parce qu'une fois que le chaos est installé, avant que la majorité des gens aient réellement disparu pour que le calme revienne, excusez-moi, hein, c'est comme ça que la vie se fait, hein, eh bien, voilà, il faudra un peu de temps et il faudra subir beaucoup de choses. Et donc, si votre ferme n'est pas en route, correctement en route, c'est-à-dire qu'elle ait au moins 2 ans de vie, ça sera très difficile. Quand je dis ça sera très difficile, c'est pas que le travail sera plus difficile. Bien sûr que le travail sera plus difficile, mais c'est surtout qu'on n'aura pas assez à manger, qu'on n'aura pas la médecine qu'il faut, qu'on n'aura pas tout ce qu'il faut pour vivre bien, quoi. C'est tout. Donc, voilà. À un moment donné, au bout de 4 années, vous êtes certain que la ferme produit de quoi nourrir tous les jours de manière extrêmement correcte, de manière extrêmement saine, les 500 personnes qui constituent ces fermiers. Les 500 personnes, ça va du bébé au vieillard grabataire, voilà, c'est toute cette panoplie de gens très différents. Donc, je vais revenir à certaines choses, certaines règles. Dans les fermes de la vie, il n'y a pas de politique. Actuellement, là, c'est fou, quoi. Hein. Tout est politique, il n'y a pas de religion. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas adhérent d'un parti politique. Mais dans les fermes, vous ne parlez pas de ça. Il n'y a pas de religion dans les fermes. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en vous-même religieux, mais vous l'êtes en vous-même, pas à l'extérieur ou en dehors de la ferme. Vous pouvez l'être si vous voulez, mais dans la ferme, non. Il n'y a pas de discrimination. À partir du moment où vous êtes un humain, vous avez le droit d'être dans la ferme. Voilà, ça c'est 3 règles fondamentales. Je vais ajouter une illustration de ces règles. Quand on reçoit une famille, on exige, et je ne sais pas quelle sera la sanction, parce que chez nous, il n'y a pas de prison, n'est-ce pas? Mais on exige de savoir si vous avez un parent, un papa, une maman, dans une maison de retraite ou dans un EHPAD. Parce que pour nous, il n'est pas question qu'un membre, un ascendant de vous, de votre famille, puisse se trouver isolé, tout seul, alors qu'évidemment, dès les premiers soubresauts de cette civilisation, ce seront les premiers à disparaître, quoi. Et c'est pas tellement pour eux en plus, ça n'apercevront peut-être même pas, mais c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour nous. On ne peut pas vivre en ayant abandonné ces choses-là. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre de manière forte au tout début. Au tout début. Donc, pensez que vos parents vont venir. Vous en faites pas, il y aura toute l'infrastructure pour qu'ils
ils soient, ils vivent du mieux qu'ils peuvent. En tous les cas, certainement pas plus mal que dans leur maison de retraite ou dans leur EHPAD. Il y aura les enfants qui courront autour d'eux, il y aura des amis dans tous les sens. Et puis les gens comme moi qui sont en train de basculer, quoi, hein, bah, j'aimerais bien qu'on me traite bien. Voilà. Je demande rien de particulier, hein. Tous les gens de mon âge devront être traités de la même façon dans la ferme. C'est-à-dire que bah, moi, ce que j'imagine, c'est que je vais aller m'asseoir sous un arbre, à l'ombre, parce qu'il y aura un soleil assez puissant, et que je puisse discuter avec mes copains, mes copines, et refaire le monde, ou se rappeler les bons souvenirs, peut-être les mauvais aussi. Voilà, c'est ça ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est avoir un mot gentil du gamin qui passe. Voilà, c'est ça. Enfin, vous imaginez bien ce que c'est. Mais c'est un élément très très important puisque la civilisation nous a conditionnés jusque-là à abandonner les membres de notre famille. C'est ça, hein, hein. Alors, vous dites que vous ne les abandonnez pas, vous payez très cher, 3 000 € pour mettre votre maman dans une maison de retraite. Bon, en général, on ne lui demande pas son avis, quoi, hein. Et vaut mieux pas, parce que sinon, elle préfère rester chez elle. Enfin, elles sont rares les personnes qui veulent quitter leur chez eux, même si c'est difficile. Moi, je sais pas, moi qui vous parle, à l'âge que j'ai vécu avec mes grands-parents. Quand je dis j'ai vécu, c'est à côté d'eux, quoi. Tous les jeudis, oui, nous, c'était pas le mercredi, le jour de repos, c'était le jeudi. Tous les jeudis, j'allais voir mes grands-parents, et c'était vraiment que du bonheur. D'abord, ils me préparaient des salades. Enfin, les souvenirs de la nourriture que j'ai avec mon grand-père, oh, je retrouve jamais les andouilles que lui faisait. J'ai jamais retrouvé ça. Bon, enfin voilà. Donc, vous voyez, on veut que les humains vivent une vie d'humain. C'est quand même la moindre des choses. Oui, mais cette civilisation nous a appris à vivre comme des sauvages. Voilà. Donc, il faut vivre comme les humains. Donc, je vais continuer à décrire. Dans la ferme, il faut plein d'autres choses que simplement produire la nourriture et l'eau. Il faut s'habiller, se chausser, il faut se soigner, s'éduquer, rire, chanter, danser, etc. Il faut tout ça. Donc, c'est ce dont on va s'en occuper. Alors, pourquoi cette structure, elle est bien faite? D'abord, elle est bien faite parce que c'est moi qui l'ai faite, hein, n'est-ce pas? Je ne vais pas dire le contraire. Elle est bien faite parce que 60 personnes s'occupent de produire l'essentiel. L'essentiel, c'est le petit-déj le matin, le repas du midi, le repas du soir, et si vous avez petite faim à 16 heures, pouvoir aller grappiller dans la cuisine un reste de ragoût, enfin, je sais pas moi, hein, ce dont vous avez envie. Euh, L'essentiel, c'est ça. Vous ayez l'eau à boire, et c'est même plein d'autres choses, mais au moins, c'est déjà une partie de ça, ça couvre l'essentiel. Donc, 60 personnes s'occupent de ça. Il en reste environ, allez, jusqu'à 350 à peu près, qui sont, disons, en âge de s'occuper, de faire des choses. Donc ça veut dire, si, mettons 350, ça veut dire 290 personnes vont faire autre chose que les choses essentielles. 290 personnes. Donc ça, c'est très, très important. Alors, comme je l'ai dit, bah, il va falloir faire des chaussures, il va falloir faire des habits, donc ça prend déjà ça, un certain nombre de gens, parce que quand vous regardez ce qu'il faut pour faire une chaussure, ça va très loin, hein. Mais c'est cohérent, ça va bien ensemble, hein. Il faut des animaux, par exemple. Alors ça tombe bien, les animaux produisent du lait, produisent... Voilà. Ben, il faut aussi des gens qui soient capables de faire des couteaux. Voilà, c'est pas simplement prendre un morceau de cuir et le tordre et le couper, quoi, hein. Et d'ailleurs, pour le couper, il faut un couteau. Donc, ces 290 personnes, sont capables de faire plein d'autres choses, et ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. On va en parler. D'abord, il y a la médecine. Enfin, si vous allez voir un médecin qui est en train de crever de malnutrition, moi, j'aurais pas trop confiance en son diagnostic, quoi, hein. Je sais ce que c'est qu'avoir faim, je sais ce que c'est vraiment qu'avoir faim, je peux vous dire qu'on n'a pas le cerveau euh, bien orienté. Euh, donc,
on va pouvoir faire la médecine. Donc on va pouvoir demander à des médecins et donc à leur famille d'intégrer des fermes de la vie. Ils vont pouvoir continuer à faire leur métier de médecin. La femme pourra faire ce qu'elle a envie de faire, je ne sais pas moi, cultiver des plantes médicinales par exemple, ça va bien, hein, avec son mari médecin, elle peut discuter le soir. euh, les enfants, ils vont aller à l'école, hein, ils vont aller à l'école et ils vont faire ce que font tous les jeunes depuis la nuit des temps, ils vont apprendre à devenir des hommes. On en parlera tout à l'heure dans l'éducation de ça. Hein. Et donc la médecine va se reconstruire. Oui, parce que notre médecine aujourd'hui, c'est une médecine prisonnière du marché, de l'économie. C'est pas une médecine pour soigner les malades, n'est-ce pas? C'est une médecine pour faire du fric. Alors, ne me jetez pas de pierre, c'est pas la peine. Hein. Je sais bien que j'exagère un peu, mais pour bien vous faire comprendre que c'est l'évolution qu'on est en train d'entreprendre. Alors, on est en train d'entreprendre ça avec quelqu'un qui s'appelle Miley, qui est donc l'initiatrice d'une ferme à Chinon et qui a déjà une communauté. Bon, là, si je regarde à vue de nez, comme ça, en un mois, elle a une communauté de 100 personnes. Il y a presque de quoi lancer 2 fermes. Bon, elle veut pas, elle veut garder tous les gens. Je la comprends. Mais alors, oh là là. Donc, je reçois des messages en même temps, ça me perturbe. Donc, les médecins vont pouvoir faire leur boulot. Et leur boulot, c'est de soigner, n'est-ce pas? Et par contre, il va falloir qu'ils se penchent sur ça, parce que c'est quand même un sacré problème. Parce que, bon, les IRM, les scanners, même les radios, c'est des tas de ferraille, hein, après l'effondrement. Rien d'autre que des tas de ferraille. Voilà. Et donc, comment on va faire les diagnostics? Alors là, il y a toute une évolution à prendre en compte. Il faut peut-être que des chercheurs s'y mettent. En tous les cas, il faut que des médecins s'y mettent et essaient de comprendre avec quels moyens ils vont pouvoir diagnostiquer. Ensuite, avec quels moyens ils vont pouvoir soigner. Il va falloir reproduire des médicaments. Bon, il n'y aura plus de Big Pharma, il ne sera plus là. Donc les brevets de Big Pharma, à partir du moment où on sait comment produire un médicament, on pourra le faire, quoi. Hein. Il n'y a rien de technique qui va nous arrêter sur ce plan-là. Il faut qu'on trouve les compétences, ça c'est un peu difficile, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de compétences en Europe pour faire des médicaments, ils sont tous en Inde ou en Chine. Faire venir des Indiens ou des Chinois là dans une ferme, je ne suis pas sûr que ce soit une idée facile à mettre en œuvre, parce qu'il y a toute la smala qui va suivre, n'est-ce pas? Etc. Parce que c'est plein de problèmes. Enfin, on ne déracine pas les gens comme ça, quoi. Surtout que s'ils viennent, hein, le retour est, à mon avis, très très compromis. Ça sera le voyage de Marco Polo, quoi, hein, en gros. Euh, et donc, il va falloir que les médecins se penchent sur ces problèmes-là, pas le jour où l'effondrement va arriver, mais dès maintenant, parce que beaucoup de leurs connaissances sont dans des ordinateurs, il va falloir les extraire, parce que sinon elles sont mortes, hein, puisqu'on n'aura pas du tout l'énergie pour faire fonctionner les serveurs, etc. Il y a Internet et même les ordinateurs. Hein, un ordinateur, ça consomme 100 watts. Un humain, ça produit en pédalant, disons, 200 watts. Même pas, hein, disons 200 watts. Parce que je ne parle pas d'un coureur cycliste, hein, je parle d'un homme normal, quoi. Hein. Donc, vous voyez que pour produire l'électricité pour un ordinateur, il va falloir pédaler beaucoup, stocker, enfin bon, ça devient très compliqué. Donc, il vaut mieux y penser. Donc, si des médecins écoutent ça, il faudrait qu'ils s'approchent de nous, ou de nous, de moi, je vous ai didier@lesfermesdelavie.fr ou Millet, M-Y-L-E, L-E, M-Y-L-E, @lesfermesdelavie.fr et vous tombez sur la personne qui est en charge de la construction du pôle médical. Bon, mais il y a d'autres transformations aussi dans la médecine à faire qui, à mon avis, sont extrêmement importantes.
On le voit, notre médecine, c'est une médecine curative, c'est une médecine qui soigne. Moi, je voudrais bien que la médecine s'occupe de rendre les gens qui sont déjà en bonne santé plus forts, ou de les conserver en bonne santé, simplement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors ça va très loin, selon moi, ça commence, je dirais, à la racine humaine de l'humain. La racine humaine de l'humain. Bon, depuis sa naissance, mais toute sa lignée. Et puis, vous savez, on a mémorisé des peurs, des mécanismes de résistance depuis l'homme de Cro-Magnon, quoi, hein. On a mémorisé tout ça. Tout ça, c'est en nous. Ce sont des forces qui peuvent peut-être, je dis bien. En tous les cas, je crois que les scientifiques devraient se préoccuper de ce genre de choses, devraient euh, se préoccuper de comprendre ce qui se passe, et certainement qu'ils ne comprendront jamais tout, parce que l'humain, c'est pas seulement une mécanique, ce sont des choses extrêmement complexes qu'aucun humain ne pourra jamais appréhender, à mon avis. J'ai mis une petite planche d'images sur les fermes de la vie, sur les fermes de la vie, donc sur le groupe Facebook. C'est avec ce que je sais, je pourrais écrire un livre. Avec ce que je ne sais pas, je pourrais écrire une bibliothèque. Alors, ce n'est pas une bibliothèque qu'on peut écrire sur ce qu'on ne sait pas. On ne pourra jamais l'écrire, ce qu'on ne sait pas. Mais ça a des dimensions qui sont gigantesques, quoi. L'infini, voilà. On est là dans le domaine de l'infini. Donc les humains vont devoir cohabiter, je dirais, avec des gens, les humains. Les médecins vont devoir cohabiter avec des gens qui n'ont peut-être pas leur cursus scolaire, mais qui ont cultivé des savoirs ancestraux, des, des histoires, voilà. Je pense par exemple à l'Ayurveda. L'Ayurveda qui fait que les Indiens vivent, hein. C'est la médecine indienne. Sauf que ce n'est pas vraiment une médecine curative, même si elle l'est un peu, c'est surtout une médecine préventive. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Donc, regardez ça. Et dans les fermes, ça ne nous intéresse pas d'avoir 50 malades, nous, hein. Ce qu'on veut, c'est tous les gens en bonne santé. On sait bien, les vieillards, comme moi bientôt, ne seront pas en bonne santé, mais ils seront le mieux qu'ils puissent être, hein. Moi, j'ai un ami qui m'a fait faire, professeur de judo, qui m'a fait faire, André, qui m'a fait faire donc une gymnastique qu'il appelle le taïso. Et je m'arrête 3 mois de faire du taïso, j'en ai pour 6 mois à me remettre, quoi, hein. Il ne faudrait jamais arrêter ça. Mais André n'est pas à ma disposition pendant les vacances. Alors il me dit, fais-le tout seul. Bon, je vais essayer, André. Voilà, donc simplement en faisant cette gymnastique, quand il le fait par exemple dans des EHPAD, les gens ne mangent plus tout seuls. Il arrive, ça prend 3 mois, et au bout de 3 mois, les gens ont recommencé à manger tout seuls. C'est quand même extraordinaire. Mais on ne s'imagine pas le confort intellectuel que ça peut représenter. Bon, allez, on arrête de parler de la médecine. Voilà, c'est Milei qui s'occupe de ça, donc MYLE, lesfermesdelavie.fr, et vous pouvez lui écrire. C'est un énorme truc, hein, mais je l'ai choisi pas médecin, hein, ça aurait pu être la voie normale. Bon, je l'ai choisi pas médecin d'abord parce que j'avais pas de médecin, et puis parce que c'est une personne sage. Je l'ai déjà dit peut-être, hein. C'est une personne sage. Et ce que je voulais, c'est une personne sage, qui comprenne ce que c'est que la médecine, mais qui comprenne que les humains, c'est aussi autre chose que cette mécanique chimique euh, dont on s'occupe quand on est médecin. Bon, je continue. L'éducation. L'éducation, c'est un petit peu la même révolution, quoi, hein. Les enfants, ils ne sont pas là pour réussir à l'école dans une ferme de la vie. Les enfants, ils sont là pour devenir des humains, et des humains heureux. C'est presque la seule occupation qu'auront ce que vous appelez les professeurs
faudra peut-être les appeler autrement, mais enfin bon, continuons à les appeler professeurs, pourquoi pas. Et c'est plus les professeurs qui vont recevoir dans une classe les enfants, d'abord il n'y a pas de classe, hein. Le professeur, il va courir après ces jeunes et bon, ils vont se rencontrer avec les élèves parce que l'élève, il veut comprendre le théorème de Pythagore, il veut comprendre, voilà, il veut comprendre des tas de choses comme ça, voilà. Et bon, ben, c'est le rôle du professeur de passionner ses élèves, et c'est avec la passion qu'ils vont apprendre 10 fois plus vite qu'en apprenant en classe. 10 fois, je n'exagère pas en disant ça. C'est-à-dire qu'un programme qu'on fait aujourd'hui en 9 mois, bah, ils vont le faire en 2 mois, quoi, hein. À peine, ils vont le faire en 2 mois. Donc, il y en a qui vont aller très très vite, puis il y en a qui vont aller très lentement, puis qui tout d'un coup vont se déclencher. Moi, je regarde les grands chercheurs, enfin l'histoire des sciences me passionne, donc j'ai regardé les grands chercheurs, Einstein, etc. C'était tous des cancres, hein, quasiment tous des cancres. Disons que c'était des cancres dans l'école. Enfin, ils en savaient plus à la limite que leur instituteur ou leur professeur, hein, la plupart du temps. Voilà. Mais évidemment, avoir la bonne note, c'était pas leur problème, quoi. Euh, Grothendieck, etc. Quoi, Grothendieck, il paraît-il, était dans certaines matières très fort. Donc tous ces gens qui sont des gens euh, sortis de la norme, quoi. Bon, bah, ils étaient des nuls, quoi. Alors combien il y a de nuls qu'on a gardés sous la forme de nuls parce qu'on a refusé de les analyser, de les percevoir? Combien? Voilà, donc l'éducation va beaucoup changer maintenant sur le plan des cursus. Bon, bah, on va commencer à la maternelle, on finira au doctorat, on sera chercheur comme maintenant, quoi, hein. On a besoin des chercheurs. Et les fermes permettent de faire ça, permettent qu'un chercheur puisse continuer à chercher. Alors bien sûr, il n'est pas seulement dans son labo, il est aussi intégré dans la ferme, parce qu'il vient manger, il faut qu'il mange, hein, il faut qu'il rejoigne sa famille, etc. Donc c'est aussi quelqu'un de la ferme. Et je dirais même que si par exemple il y a quelque chose qui brûle quelque part, il va falloir qu'il vienne transporter les seaux. Vous voyez, c'est pas, il ne sera pas dans sa tour d'ivoire, loin de tout, loin de la vie. Non, non, il sera dans la vie. Et dans la vie, son métier, ce sera chercheur, dans les domaines qui l'intéressent. Voilà, donc ce sera quelque chose de beaucoup plus humain. C'est ce qu'on préconise. Alors je souligne que je cherche quelqu'un comme Milei pour la médecine, enfin pour la santé, c'est le pôle soignant, hein, dont s'occupe Milei. Eh bien, je voudrais quelqu'un pour le pôle, je sais pas, enseignement. Voilà, il faut trouver un nom. Donc j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de tout ce qui va avec, la connaissance, etc. Et c'est pas quelqu'un qui connaît très très bien l'enseignement actuel, quoi. Je m'en fous de l'enseignement actuel. Ce que je veux, c'est un enseignement qui transforme des enfants en adultes, en humains heureux. Voilà, c'est ça ce que je veux. Bon, on parle de quoi? Alors maintenant, on va parler de la culture. J'en ai encore pour un petit moment avec vous, hein. On va parler de la... faut que je me dépêche. On va parler de la culture. La culture, c'est un énorme morceau. Et c'est un morceau absolument indispensable, mais indispensable au point que si on ne s'occupe pas de ça, les fermes ne survivront pas. Donc la culture, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toute cette histoire de l'humain, de la façon qu'a l'humain de vivre depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant, qu'il va falloir transporter dans la future civilisation. Tout ce qui est sur ordinateur passera pas dans la prochaine civilisation. Il n'y a que les écrits. Ça veut dire que s'il y a aujourd'hui des choses dans les ordinateurs qu'il serait bon de vouloir transporter, que par exemple des artistes ou des chercheurs voudraient voir transporter dans la prochaine civilisation, euh, eh ben, il faut s'en occuper dès maintenant, quoi, hein. Il faut imprimer sur du papier qui se conserve. J'étais surpris d'ailleurs de voir que les fabricants de papier disent voilà, garantie 100 ans. J'ai vu un papier garantie 100 ans. Waouh! Ben, il y a des gens qui réfléchissent, hein. Parce qu'effectivement, notre problème, ça va être de sauvegarder les écrits, quoi, hein. Quand je pense à la Bibliothèque nationale, vous imaginez, ça c'est un antre de la culture, la Bibliothèque nationale. Ben, coupez le courant. Les bouquins, ils vont résister combien de temps?
Hein? Bon, voilà, donc malheureusement, il va falloir qu'on se penche sur ces choses-là. Il faut des gens pour le faire. Bon, donc la culture, et puis le soir, il n'y a plus la télé, etc. Donc si vous n'avez pas une chorale qui vient vous occuper pendant 1 heure, en riant, heureux, joyeux, nous chanter des choses alertes, enfin qui nous remplissent de joie ou qui nous font nous émerveiller. C'est pas forcément rigoler et tout ça, c'est aussi nous émerveiller, c'est aussi pleurer peut-être, hein. Salauds d'artistes qui nous font pleurer. Mais c'est tellement beau, mais c'est tellement bien. Enfin voilà. Je pense que les artistes, c'est des sommeurs de bonheur. Et c'est donc très, très important qu'ils soient avec nous. Alors, les artistes et tout ce qui va avec, hein. Je sais pas, moi j'adore les concertos de violon. Bah, il faut fabriquer le violon, quoi, hein. Donc, il faut quelqu'un qui le répare, quelqu'un qui le fabrique, quelqu'un qui. Voilà, enfin, il faut toute la dépendance, comme on dit, les chaînes de dépendance. Si vous regardiez ce que c'était que les chaînes de dépendance pour n'importe quoi, vous seriez effrayé. Je l'ai été. Euh, Voilà, donc je vais arrêter avec la culture. Bon, il y a plein d'autres petites choses qui tournent autour de tout ça, mais c'est les choses essentielles. Une ferme de la vie, quand on a fait ça, je vous assure qu'on est bien, qu'on est heureux. Euh, bon, il faut savoir aussi instituer des fêtes. Je sais pas, un enfant qui naît, ça doit être une fête colossale. Une personne qui meurt, bah, il y a des pays où on fait la fête. Je pense que tout le monde est triste. Eh ben, il faudrait se forcer un peu à faire la fête, ne serait-ce que pour honorer quelqu'un qui aura bien vécu. Voilà. Il y a des petites choses à changer comme ça. Mais bon, ça se fera naturellement. Ça se fera naturellement. Euh, on peut parler maintenant peut-être un peu encore des fermes de la vie sur le plan de sa relation avec l'environnement. Cette civilisation va nous laisser des choses vraiment très, très désagréables, hein, dont il va falloir s'occuper. On ne peut pas les ignorer. Alors, il y a les choses qui pourraient être des choses négatives pour nous, puis il y a des choses qui sont naturellement négatives et dont il faut qu'on s'occupe pour qu'elles deviennent positives. Les choses négatives pour nous, bah, par exemple, j'espère que quand il va y avoir le grand chambardement, que ça va péter de tous les côtés, que les cultivateurs vont arriver avec leurs tracteurs et leurs machines et vont foncer dans les groupes de gendarmes, j'espère que ce ne sera pas des militaires. Bon, ben, le gars, lui, il a faim, il veut protéger sa femme et ses enfants, il se taille de la centrale nucléaire, et puis, bah, bien sûr, s'occuper de sa femme et de ses enfants. Bon, ben, j'espère qu'avant, il saura ce qu'il faut faire pour mettre en arrêt la centrale nucléaire. Parce que sinon, même si les centrales nucléaires sont faites pour tomber automatiquement en sécurité, j'aimerais pas trop avoir à tester ça sur les 50 et quelques réacteurs qu'on a en France, quoi, hein, parce qu'un accident est si vite arrivé, et alors là, des conditions. Donc il faut que les hommes se préoccupent de ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes très dangereux. Vous imaginez à Nogent, la centrale de Nogent qui pète, bon, ben, l'Île-de-France, on est mal, hein. Et puis tous les gens sur la Seine, jusqu'à Rouen, tout ça, ils sont mal, hein. Donc on est tous très mal. Donc il faut que ça se passe bien. Comment est-ce que ça peut se passer bien? Eh bien, il faut que. J'imagine pas d'aller voir. Enfin, si, j'ai imaginé d'aller voir les dirigeants d'EDF et de leur demander de bien vouloir se préoccuper de la fin de la civilisation et de concevoir avec nous les moyens de mettre en sécurité ces choses-là. Non seulement de mettre en sécurité, mais de continuer un peu à la faire fonctionner. C'est-à-dire au moment où il y aura le grand chambardement, il y aura plein de gens qui seront blessés, etc. Bon, euh, oui, plein de gens qui seront blessés. Ben, si on pouvait permettre aux hôpitaux de continuer encore à fonctionner, permettre oui, aux hôpitaux de fonctionner encore un peu, au moins il y a quelques personnes qui pourraient être sauvées, qui pourraient. Enfin bon, voilà, c'est possible ça. Et les centrales nucléaires, bon, bah, quand elles n'ont plus de matière fissile opérationnelle, on les arrête. Mais je suis persuadé que la plupart peuvent fonctionner 2 ans, 3 ans, 4 ans avec ce qu'elles ont dans le ventre, hein. Alors, c'est vrai que ça ne suffit pas, hein. Toutes seules, elles ne peuvent pas fonctionner. Il faut distribuer le courant, donc il faut que les gens de RTE
acceptent de venir travailler avec nous, parce qu'il faut conduire le courant vers les zones où ça peut être utile. Et il faut aussi, malheureusement, il faut qu'on continue à faire fonctionner correctement les barrages électriques, parce que c'est le système d'équilibrage. Les barrages hydroélectriques, c'est le système d'équilibrage des centrales nucléaires. Tout simplement parce que les centrales nucléaires, ça bouge très lentement. Donc si il y a tout d'un coup une augmentation de la charge électrique, l'hydroélectricité peut être adaptée, peut être régulée, on augmente un peu la quantité de courant émis depuis les centrales hydroélectriques, et puis petit à petit, ça va se réguler avec la centrale nucléaire. Voilà, donc ça, ces mécanismes-là, si on demande aux grands organismes comme ça, vous pensez c'était déjà bien... ils sont... Bon, nous, on est des tout petits bonhommes, quoi. Pourquoi voulez-vous qu'ils m'écoutent, moi? Macron ne m'écoute pas. Pourquoi voulez-vous qu'il m'écoute, moi? Donc, il ne m'écoute pas. J'ai écrit des courriers, j'ai même jamais eu de réponse. J'ai téléphoné à quelques personnes, parce que j'ai quand même des amis haut placés, des scientifiques haut placés, etc., qui m'ont dit, Didier, téléphone là, ce gars-là, il va t'écouter, lui, il sait bien ce que c'est qu'une centrale nucléaire. Ah là là, si vous aviez ce que j'ai entendu. Enfin bon, on est des incompétents, etc. Bon, j'ai même pas eu le temps de lui dire que moi, j'avais travaillé dans le nucléaire, que moi, je sais ce que c'est que le nucléaire. Pas tout, mais j'en connais quand même un peu, quoi. Bon, donc voilà. Voilà quelque chose qui est précis. Mais il y a autre chose. Par exemple, si vous allez vous balader à Fézin, vous savez, dans le sud de Lyon, là où vous regardez, il y a plein, ce qui vous paraît être des usines, etc. Il y a plein de réservoirs, là, avec des tas de choses vachement sympas. Les réservoirs, ils ne contiennent pas tous de l'eau pure, hein, je vous assure. Hein. Et si certains de ces réservoirs partent dans le Rhône, waouh, le Rhône, la Méditerranée, va souffrir. Alors, il faudrait éviter qu'on détruise un petit peu plus cette nature, quoi. Hein, on en a besoin. Donc, je viens de prendre ces deux exemples, je vais arrêter là. Mais là, voilà, ce qu'on peut faire, c'est que les employés des centrales nucléaires qui l'acceptent, on ne les obligera pas, ben, ils viennent avec leur famille, ils continuent à faire leur boulot, leurs femmes continuent à faire leur boulot, les enfants continuent à aller à l'école, mais ils sont inscrits dans une ferme de la vie, et le samedi, ils viennent passer 3-4 heures avec nous pour qu'on les connaisse, pour qu'ils nous connaissent, et puis, eh bien, au moment où ce sera nécessaire, ce conducteur de centrale nucléaire conduira la centrale nucléaire parce qu'il saura d'abord qu'il va manger à sa faim tous les repas de tous les jours, même s'il y a le grand chambardement autour de lui, et que sa femme et ses enfants vont continuer non seulement à manger, à vivre, mais les enfants vont continuer à apprendre, etc. Ils ne perdront pas leur temps, ne perdront pas une journée. Alors, je dis ça, mais j'exagère un peu, parce qu'il y a pendant 2 mois environ, au moment du grand chambardement, on va avoir plein de gens qui cherchent à tout prix de la nourriture, qui savent très bien que chez nous, il y aura de la nourriture, mais ils n'avaient pas le temps de s'occuper de leur futur, donc ils ne se sont pas occupés d'être dans une ferme de la vie, etc. Alors, il y en a qui vont venir vers nous avec un fusil, avec un couteau, voilà, donnez-moi à manger, sinon je me fâche. Bon, ceux-là, malheureusement, leur vie va être courte. Et puis il y a ceux qui disent, bah voilà, on aimerait manger, on aimerait un sandwich. Alors nous, on leur dira, oui, on peut vous donner un sandwich, mais attention, vous allez vous débrouiller, parce que nous, on ne va pas vous nourrir comme ça pendant 10 ans. Donc vous allez commencer à faire une ferme de la vie. Et vous voyez l'intelligence des gens des fermes de la vie. Ils auront préparé sur un bout de terrain, ils auront préparé quelques fermes comme ça, et ils auront des réserves de nourriture. Une ferme de la vie a normalement, je l'ai peut-être dit déjà, mais une année de réserve de nourriture d'avance. Il faudra peut-être même faire plus. Hein. Et donc, ils vont aider. Alors, ce sera très difficile pour eux. Faire une ferme de la vie, il faut de la sérénité, faut de l'intelligence, il faut de la sagesse. Tout ce que ces gens-là n'ont pas. Hein. Ils voyaient bien que ça allait de plus en plus mal. Ils ne sont pas venus voir les fermes de la vie. Donc, ils n'ont aucune sagesse. Hein. Ils vivent au jour le jour, quoi. Hein. Ils ont peut-être dit, comme je l'entends souvent, oh, moi je ne veux pas entendre parler de ça, j'en profite maintenant, on verra bien plus tard. Bon, eh ben, c'est des choix. Moi, je ne vais pas aller contre ces gens-là, quoi. Hein.
c'est des choix. Mais c'est quelque chose de très important. Donc les fermes de la vie vont aussi préparer en fonction de ce qu'ils peuvent faire, de façon à ce que, bah, voilà, un certain nombre de fermes puissent se créer et on les aidera à se créer. Mais il faut que les gens arrivent pas le couteau entre les dents, hein. Il faut qu'ils arrivent plein de gentillesse, d'amabilité, d'amour, pour qu'on puisse les aider, parce que nous, on n'est pas des gens qui mordent, quoi, hein. C'est clair. Surtout que les gens des fermes de la vie auront compris ce que c'est que l'altruisme, auront compris ce que c'est que être bienfaisant, auront compris tout ça. Et donc, ils ne vont pas comprendre que des gens arrivent le couteau entre les dents. Autre chose, bon, voilà, je vais arrêter sur cet aspect-là. Je vais parler d'un autre aspect, enfin de quelques autres aspects. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois, pas de politique, pas de religion dans les fermes de la vie. Ça ne veut pas dire que à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas religieux, que vous ne priez pas matin, midi et soir. Ça, je ne veux pas le savoir. Dans la ferme de la vie, on ne veut pas le savoir. On ne veut pas de prosélytisme dans les fermes de la vie. Dans les fermes, on vit pour vivre. Il n'y a que la joie qui compte. Pour certaines personnes, une religion est nécessaire. C'est pas moi qui vais en faire une, j'y connais rien. Même si, voilà, ma mère, mes grands-mères, etc., m'ont baptisé, m'ont fait tout ce qu'il fallait, bien, hein, mais moi je suis pas très religieux. C'est pas que je suis pas religieux d'ailleurs, j'ai une forme de religion qui est très personnelle et je tiens à ce qu'elle le reste. Voilà. Et donc, ben, si vous avez une religion, si vous croyez en un Dieu, quel qu'il soit, c'est votre problème, c'est pas le mien, c'est pas celui de vos voisins dans l'affaire. Pas de prosélytisme, pas d'argent. L'argent, c'est un peu comme la religion et la politique, n'est-ce pas? Pas d'argent, dans les fermes, il n'y a pas d'argent. Moi, je ne sais pas donner une vraie valeur humaine à la fabrication d'une chaussure par rapport à une opération à cœur ouvert. Je ne sais pas. Les deux sont absolument indispensables en fonction du moment de la vie où vous vous situez. Si vous n'avez plus de chaussures, que vos chaussures sont, vous ne pouvez plus les tenir au pied, vous avez besoin d'une chaussure, d'une paire de chaussures. Si vous avez un problème cardiaque, ben, quelquefois le chirurgien cardiaque est absolument nécessaire. C'est ça. Donc, quelle valeur donner? J'ai pas de. Voilà. Donc, ben, le chirurgien cardiaque, il fera sa chirurgie cardiaque. J'espère qu'il faisait ça parce qu'il aimait ce boulot-là et pas parce que ça lui permettait de gagner beaucoup de fric. Quant au cordonnier, lui, c'est sûr, il fait ça parce qu'il aime ça. Et j'en connais un, pas de chez moi, qui adore son boulot. Je suis venu le voir une fois, 3 ans après, je suis revenu le voir, il me reconnaissait. Je veux dire, c'est quand même quelque chose je ne suis pas son seul client. Bon, voilà, donc les gens comme ça sont pleins de ressources. Alors, je vais finir par quoi? Je vais finir par quoi? Oui, je vais finir, si, par quelque chose qui est très important. Le problème, le vrai problème difficile, c'est de lâcher le bastingage du Titanic. Alors, je m'explique, le Titanic est en train de couler, vous êtes en train de manger du caviar dans le restaurant. Tout d'un coup, on vient vous dire, voilà, le bateau est en train de couler, bon, voilà, rendez-vous au pont, je ne sais pas quoi, prenez et écoutez l'équipage. Donc l'équipage vous dit, allez enfiler cette jaquette-là. Et puis à un moment donné, on vous dit, voilà, il va falloir aller dans le petit bateau qui est en bas, donc il faut descendre en tenant la corde, l'échelle de corde. Et vous tenez ce bastingage, et le bastingage, il est vachement solide, le bastingage. Il ne vous lâchera pas. Enfin, plus exactement, si vous ne le lâchez pas, il ne vous lâchera pas. Ce n'est pas lui qui va casser, qui va. Voilà. Le bastingage est solide. Et il faut, à un moment donné, lâcher ce bastingage. Pour sauter dans le petit truc en bas qui est pas reluisant. Enfin, on ne va pas vous servir le champagne et le caviar dans la petite chaloupe qu'il y a en bas. Hein. Mais en fait, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que tous ceux qui ont été dans les chaloupes ont survécu. Il n'y a pas eu de mort. Installés dans les chaloupes, il n'y a pas eu de mort. Ils ont tous survécu. Tous ceux qui sont restés sur le Titanic, accrochés au bastingage ou à je ne sais quelle idée, ont tous disparu, quoi. Ben, c'est un petit peu la même chose qui va se passer. Alors, quand une personne accepte
de quitter ce bastingage et de descendre dans la chaloupe, elle fait c'est le même mécanisme, c'est les mêmes actions quand elle décide de se dire, bon, le samedi, oui, normalement je suis très occupé, je vois mes copines, tout d'un coup le samedi, elle se dit, bon, allez, je décide de construire une ferme de la vie. Waouh, c'est bien, je les adore, hein. Vous savez, Louisa à Marseille, je ne parle pas de Mireille évidemment, hein. Mireille c'est quelqu'un qui va prendre une place extrêmement importante dans les fermes de la vie. Louisa, Fatia à Liévin, Dominique à Vichy, qui est un petit peu bloquée, elle vient de perdre sa maman, donc voilà, elle est en train de se ressourcer un peu. Et puis, je pourrais citer Yatsu aussi, à Pau, et puis je pourrais citer Anne, Anne ah non, enfin une ville du Sud. Voilà, puis d'autres quoi, hein, d'autres qui sont plus ou moins avancés, plutôt moins que plus, mais qui avancent. Donc c'est ce travail considérable qu'il faut faire, c'est ce choc qu'il faut affronter et se lancer dans la création d'une ferme de la vie. Alors j'ai écrit un bouquin qui est disponible en brochet. Hier j'ai fait une vidéo en temps réel pour un groupe qui s'appelle Les Alerteurs. Et j'ai eu des questions, mais je vois le livre, bah non, Didier Lénard, le livre des fermiers, 14 € à la FNAC, enfin dans toutes les bonnes librairies, quoi. Il est en brochet uniquement, il est en numérique uniquement sur Amazon. Mais il est aussi en livre chez Amazon. Voilà, et il décrit la création d'une ferme, il décrit ce que je pense être le travail d'une caissière de supermarché qui devient créatrice d'une ferme. Avec des tas de choses que je n'ai pas racontées là, hein. Mais je ne peux pas tout raconter comme ça en 1 heure. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que la création d'une ferme, voilà, ça commence. Cette personne, elle a décidé, elle est descendue en bas. Maintenant, il faut ramer un peu, alors elle rame. Elle va créer comme ça sa communauté. La communauté va trouver un terrain, c'est pas elle qui va le trouver, c'est la communauté. Attention, ça c'est sérieux, parce que pour trouver un terrain, c'est pas difficile, mais c'est plein de choses importantes qu'il faut traiter simultanément. Et puis qui commence à définir du travail, quoi, des responsabilités. J'étais extrêmement surpris dans la ferme de Mireille à Chinon. Il y a des gens qui se sont dit non, non, mais nous, on va s'occuper des graines. Alors, je leur ai dit attendez, je ne vous ai pas encore expliqué. Oui, oui, mais nous, on va trouver des graines. Bon, alors il faut quand même que je leur explique, parce que c'est pas le tout de trouver des graines, il faut savoir d'où elles viennent, comment on va les traiter, ce qu'on va en faire, etc., etc. C'est un peu compliqué, ça, hein, parce qu'il ne faut pas s'amuser dans 3 ans à s'apercevoir qu'on a des graines génétiquement modifiées qui ne savent pas se reproduire, n'est-ce pas? Dans 3 ans, ça serait con, parce que dans 3 ans, on a besoin de nourriture. Je parle mal des fois, ça m'enduit. Mais là, je suis un peu fatigué. C'est les vacances, n'est-ce pas? Alors, on est toujours un peu fatigué pendant les vacances. Bon, je voulais vous dire, voilà, la ferme commence. Alors, tous les gens qui sont dans la ferme, là maintenant, je vois chez Mireille, c'est ça, tous les gens qui sont dans la ferme, c'est des gens bien dans la vie, quoi. Il y en a qui sont chercheurs, il y en a qui sont professeurs, il y en a qui sont soignants, etc., etc. Ils ont donc un salaire, ils bossent 8 heures par jour, 10 jours par semaine au moins, quoi, en gros, hein. Donc, travailler dans les fermes de la vie, bah, regardez un peu ce qui se fait, oui, mais travailler, c'est pas. Donc, il faut aller chercher des gens qui sont capables de travailler. Alors, on a cette chance inouïe d'en avoir beaucoup. Mais quand je dis qu'il faut aller les chercher, il faut aller les chercher. Ce pas des gens qui vont venir spontanément dans une ferme de la vie. Moi, j'ai invité des chômeurs récents en plus, des chômeurs qui savent qu'ils ne trouveront plus jamais de travail salarié. Ils le savent, donc là, ils sont partis pour 3 ans tranquilles, hein.
Et après, bah, RSA, si la civilisation existe toujours. Donc je leur ai dit, écoute, viens, ce sera passionnant pour toi, tu vas t'occuper bah, de ce que tu aimes, quoi. Alors les premières choses, évidemment, c'est faire des toilettes sèches, vous savez, la petite cabane au fond du jardin. Ah, il faut en faire plusieurs, pour les femmes, pour les hommes, pour les gens qui prennent des antibiotiques, etc. Bon, il faut être assez attentif. Donc il faut faire des toilettes, il faut faire ce qu'on appelle des buttes en permaculture, ça c'est du boulot. Et puis il faut commencer à construire un four à pain, il faut commencer à construire une cuisine, etc. Il y a plein de choses à commencer à faire, quoi. Euh, il faut réserver des bottes de paille pour les constructions en terre-paille, etc., etc. Il y a plein de choses à faire. Donc je demande aux chômeurs. Les chômeurs, ils me disent, bon, combien tu payes? Alors je leur dis, rien. Rien, bien sûr, nous on paye rien, il n'y a pas d'argent dans les fermes. Par contre, tu mangeras, tu boiras, tu mangeras, tu auras des chaussures quand ce sera nécessaire, tu auras des habits quand ce sera nécessaire, tu pourras rigoler le soir, ou tu pourras faire rire d'ailleurs si tu as un tempérament d'artiste. Voilà quoi, la vie quoi. Bon, ça passe pas tout seul, hein. Mais enfin bon. J'ai rencontré aussi des gens qui dorment sur les quais du métro ou sur les trottoirs du métro. J'en ai rencontré un d'ailleurs, et après avoir discuté un quart d'heure avec lui, je ne comprenais pas bien parce que ce mec construisait ses phrases, enfin on voit tout de suite que c'était quelqu'un de très posé, de très... Voilà, donc licence en lettres modernes français. Bon, et il dort sur... voilà, bon, donc lui par contre, il m'a dit, dès que tu as une ferme, je suis candidat, et je lui ai dit, je te ramène dans ta ville, puisqu'il avait été amené par une autre personne en dehors de la ville. Je lui ai dit, je te ramène. Il me dit, non, non, je vais prendre le train, je me débrouille. Vraisemblablement, il y a des gens qui lui fournissent des tickets pour voyager. Et il m'a dit, les larmes dans les yeux, surtout, continue Didier. Putain, ça me fout la chair de poule, quoi. Voilà, c'était d'une force, d'une violence colossale. Euh, donc voilà, donc ces gens-là, vous pouvez en faire venir dans les fermes de la vie. Alors certains sont noirs, ils traînent une réputation d'être feignants, d'être comme ça. C'est des conneries tout ça, c'est des gens qui, quand on les traite comme des humains normaux, ils sont normaux quoi. Hein. Alors mais par contre l'administration, tout ça, pour ça que je donne plein de conseils actuellement donc aux initiatrices et à Mireille en particulier, puisque c'est la plus avancée. Sur ce qu'il faut faire. Donc, ces gens-là peuvent venir dans les fermes de la vie et nous seraient bien utiles. C'est un petit peu compliqué. Faut surtout pas semer la panique. Nous, on vit tranquillement. On n'est pas des révolutionnaires. On n'est pas des violents. Nous, on est des pacifiques. On veut vivre tranquille, heureux. On veut pouvoir rire quand c'est le moment de rire. Voilà, on ne veut pas se heurter à cette civilisation qui s'est créée des milliers de problèmes et qui, mourant, s'en créer tous les jours des dizaines supplémentaires. Voilà, on le voit bien, le pass sanitaire. Il va falloir avoir un pass sanitaire dans la ferme. Bon, celui qui va contrôler, il n'est pas sorti de l'auberge, hein. Bon, voilà, donc voilà, je viens de vous raconter les petits morceaux des fermes de la vie. Il y a plein de choses à raconter encore. Ce que je voudrais dire, c'est que les fermes de la vie, ça apporte la dignité aux hommes, parce que les hommes ne sont plus vraiment dignes. Et je crois que c'est ça le plus important. Les fermes de la vie apportent un avenir, bon, ça sera un avenir assez dynamique, quoi. Hein. C'est pas assis dans une chaise. Hein. Un avenir assez dynamique, mais un avenir, surtout aux enfants, quoi. Hein. Et puis la dignité aux hommes, la dignité qui sont totalement perdus dans cette civilisation. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition pour quelques discussions que vous voulez avoir, pourvu que ce soit dans le domaine qui nous concerne, la sagesse, la bienveillance, voilà. Je vous remercie.